bonsoir à vous qui nous suivez depuis Kinshasa, depuis Paris jusqu'à Nairobi, depuis Ottawa jusqu'à Dubaï. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Ce vendredi 24 avril 2026, le président de la République a présidé la 87e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, de 15h22 à 19h07. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Notre pays se trouve à une bifurcation que ce Conseil a rendue visible. À l'Est, les forces armées tiennent face à la coalition RDF M23, pendant que des milices extraient illégalement des minerais stratégiques pour des milliards de dollars annuels sans que le Trésor public n'en perçoive un franc. Sur le front économique, 34 036 tonnes de cuivre ont été exportées en 2025. La production est là. La question posée à ce Conseil était autrement plus difficile. Pourquoi nos caisses publiques ne le ressentent-elles pas? Notre mission est celle de toujours. Rendre accessibles les décisions prises en notre nom. Mesurer l'écart entre l'ambition annoncée et les capacités documentées et armer nos concitoyens de jalons précis pour suivre l'exécution de ces engagements. Ce soir, 4 dossiers commandent notre attention prioritaire. Un audit minier avec des résultats attendus au 15 juin 2026. Un dispositif coercitif contre les exploitations illicites en Ituri, au Basuélé et au Maniema. Les engagements de Washington avec la Banque mondiale et le FMI. Et la vision des 10 corridors stratégiques que ce gouvernement entend transformer en chantiers concrets avant la fin de l'année. Un audit minier lancé dans 30 jours. Des noms, des chiffres, des mesures de redressement. C'est l'engagement du 24 avril. Le président de la République a posé un constat que le compte-rendu officiel du Conseil des ministres du 24 avril 2026 formule sans détour. La problématique ne réside pas dans la production. Elle est dans la faiblesse de la chaîne de captation des revenus de l'exportation jusqu'à l'encaissement public. En 2025, 34 036 tonnes de cuivre ont été exportées. L'année précédente, 31 234 tonnes et environ 220 000 tonnes de cobalt, des niveaux historiques. La trésorerie de l'État ne le ressent pas à proportion. Il a instruit le lancement, dans un délai de 30 jours, d'un audit exhaustif et nominatif portant sur 2 axes précis. Le respect des obligations de rapatriement des recettes d'exportation et la gouvernance des joint ventures impliquant des actifs miniers de l'État. Cet audit devra identifier les manquements, évaluer les recettes non perçues et proposer des mesures de redressement. Les premiers résultats sont attendus au plus tard le 15 juin 2026. La coordination est confiée au vice-premier ministre au transport, au vice-premier ministre à l'économie, au vice-premier ministre au budget, au ministre des Finances, des Mines, du Commerce extérieur et du Portefeuille, à l'Inspection générale des finances et à la GECAMINE. Le compte-rendu lui-même mentionne un fait que l'on ne peut pas contourner. Cet audit s'inscrit dans le prolongement d'instructions issues du Conseil des ministres du 19 novembre 2021, puis du 30 mai 2025. L'audit de 2026 est donc le 3e signal envoyé sur la même problématique. La question légitime que nos concitoyens peuvent poser: quels mécanismes contraignants différencieront ce 3e cycle des 2 précédents? Si les résultats ne sont pas rendus publics le 15 juin, l'audit aura existé sur le papier. La seconde instruction concerne l'interconnexion obligatoire de toutes les administrations de la chaîne minière, le GFREM, l'OCC, la DGDA, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales concernées. Aucune opération d'exportation ne devra échapper à une traçabilité intégrée, depuis le bordereau logistique jusqu'à l'encaissement effectif des recettes publiques. Si cette interconnexion est encore à achever en 2026, nos ressources naturelles
ont transité pendant des années sans traçabilité complète. La première ministre a rendu compte de sa participation aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, du 13 au 18 avril 2026. La délégation comprenait le ministre des Finances, la ministre du Portefeuille et la vice-ministre du Budget. L'Italie a marqué son engagement à mobiliser 100 millions de dollars américains pour un programme eau en cours avec la Banque mondiale. Pour le corridor Lobito, un investissement estimé entre 4,5 et 5 milliards de dollars a été évoqué, avec un potentiel d'augmentation du trafic jusqu'à 150%. Sur l'appui budgétaire du FMI, un passage devant le conseil d'administration est retenu pour octobre 2026, après réaménagement du calendrier pour finaliser certaines réformes structurantes. La Première ministre a par ailleurs demandé au ministre d'État chargé du plan de lui faire le point d'ici 15 jours sur les réformes liées à l'amélioration du climat des affaires. Le vice-premier ministre à l'économie nationale a présenté les conclusions du 3e forum économique entre la RDC et l'Angola, réunissant 400 participants. Le diagnostic est documenté. Les échanges bilatéraux souffrent d'une informalité élevée, de fraude persistante et de contraintes administratives importantes qui limitent la captation des recettes publiques. Le corridor Ilo-Lobito a été identifié comme axe stratégique de désenclavement. La partie angolaise a transmis un projet d'accord commercial destiné à remplacer celui de 2021, mais son examen n'a pas pu intervenir pendant le forum en raison de l'ampleur des engagements nouveaux proposés. 2 pays partageant une frontière commune sans accord commercial finalisé depuis 2021. Le calendrier de finalisation de ce texte mériterait d'être fixé publiquement. Le compte rendu officiel qualifie lui-même la situation d'inacceptable. Dans les territoires de Haru et de Magui en Ituri, dans les provinces du Bahuélé et du Maniema, des activités d'extraction d'or et d'autres minerais stratégiques se déroulent hors de tout cadre légal, au moyen d'engins lourds pour des valeurs se chiffrant en milliards de dollars annuels. Sans retombées pour le trésor public, sans retombées pour les communautés locales. Les atteintes documentées sont graves. Profanation de sépultures avec exhumation de restes humains, destruction de terres agricoles, pollution des nappes phréatiques par des cyanures, arrestations arbitraires visant des autorités coutumières et des citoyens dénonciateurs. Le président de la République a instruit la mise en place d'un dispositif opérationnel et coercitif associant le vice-premier ministre à l'Intérieur, le vice-premier ministre à la Défense, le ministre d'État à la Justice et la ministre de l'Environnement aux côtés du ministre des Mines. Ce dispositif intégrera la saisie systématique des engins utilisés, la traçabilité et la sécurisation des sites concernés et la poursuite judiciaire sans complaisance de tous les auteurs, co-auteurs et complices. Les équipements saisis devront être redistribués à des structures congolaises engagées dans une exploitation responsable. Le ministre des Mines a été invité à soumettre dans les meilleurs délais des propositions concrètes pour doter l'inspection générale des mines des moyens nécessaires à sa mission. Nos concitoyens de l'Ituri, du Bahuélé et du Maniema sont en droit d'attendre, dans les 60 jours, un bilan documenté de saisie, de mise en cause judiciaire et de restauration effective du contrôle de l'État dans les zones nommément citées. Le président de la République a instruit le gouvernement d'accélérer l'exécution de l'agenda législatif et requis de chaque membre du gouvernement un inventaire exhaustif des textes en attente de décret ou d'arrêté d'application. En droit administratif congolais, l'absence de décret d'application est l'une des causes les plus fréquentes d'inertie des réformes votées.
Un texte sans ces textes d'application reste lettre morte. Dans ce même registre, le vice-premier ministre à l'Intérieur a présenté au Conseil un rapport sur la problématique de l'identification des éleveurs Mboro, donnant suite à la décision du Conseil des ministres du 11 octobre 2024. Ce rapport détaille les activités menées et présente un avant-projet de loi portant code du pastoralisme et des transhumances frontalières en République démocratique du Congo. L'objectif, combler un vide légal documenté. Les éleveurs transhumants opèrent dans un espace juridique inexistant, ce qui génère des conflits intercommunautaires récurrents, dont la semaine humanitaire de ce même conseil a enregistré les conséquences au Tanganyika. Si cet avant-projet est soumis au Parlement dans un calendrier précis, nos concitoyens des zones de transhumance pourront exiger une clarification des droits de pâturage dans un texte opposable. Cette date reste à préciser. Le président de la République a réaffirmé une vision posée lors de la 40e réunion du Conseil des ministres à Lubumbashi, le 18 avril 2025. Nos corridors ne peuvent plus être de simples voies d'évacuation des ressources. Ils doivent structurer notre économie et renforcer la souveraineté de l'État sur le territoire. 3 axes prioritaires ont été nommés. Le corridor ouest Banana-Kinshasa, adossé au port en eau profonde de Banana, présenté comme ouverture stratégique directe sur l'Atlantique. Le corridor sud Ilebo-Lubumbashi, connecté à l'axe Ilo-Sakan, essentiel à la desserte minière, mais nécessitant une réhabilitation urgente. Et le corridor Lobito, interconnecté au réseau ferroviaire Ambelais, décrit comme alternative compétitive pour l'exportation des minerais. Les routes nationales RN39, RN7 et RN8 forment la colonne vertébrale logistique. La première pour la chaîne minière, la deuxième pour la connexion nord-sud des bassins agricoles, la troisième pour l'intégration des zones forestières et agricoles de l'Ouest. 4 ministres ont reçu des mandats précis. Le vice-premier ministre au transport supervise la coordination et l'évaluation des 10 corridors dans une logique de redevabilité. Le ministre des Finances structure des mécanismes de financement innovants, notamment des partenariats publics-privés. Le ministre des Infrastructures accélère les études et engage les travaux prioritaires sur les axes critiques. Le ministre de l'Aménagement du territoire élabore le schéma directeur de cohérence spatiale. Si ces décisions produisent leurs effets, nos compatriotes des provinces traversées par la RN39, la RN7 et la RN8 devraient constater un démarrage documenté des travaux prioritaires avant la fin de l'année 2026. Le gouvernement avait commandé des bateaux de pêche en Espagne et en Égypte dans le cadre de son programme de souveraineté des assiettes. Les bateaux commandés en Égypte, soit 3 embarcations de 27 mètres et 5 de 8 mètres, ont atteint le territoire national. L'expertise conduite par la société Mercure Logistique, seule des 3 sociétés consultées à avoir répondu, a établi que ces bateaux sont des seineurs, capables de pêcher des espèces pélagiques jusqu'à 200 mètres de profondeur. Les chalutiers, eux, exploitent les ressources halieutiques jusqu'à 500 mètres. Cet écart entre le type d'embarcation reçu et les besoins d'exploitation documentés constitue une question dont le compte-rendu ne précise ni les implications contractuelles ni les responsabilités financières. Le Conseil a adopté le dossier portant sur la mise en service des 10 bateaux. Le ministre d'État à la formation professionnelle a présenté le programme Infrastructure Talent, articulé autour de 4 sous-programmes. Port Talent pour les métiers portuaires, Rail Talent pour le ferroviaire, Gros de Talent pour les infrastructures routières et Airport Talent pour les compétences aéroportuaires. Le programme se déploie sur 2 ans avec 2 cohortes successives. L'accompagnement du gouvernement a été obtenu. La ville de N'Djamena a été désignée pour accueillir la conférence des maires des villes d'Afrique centrale en 2027.
le Conseil a adopté le dossier portant sur la construction d'un bâtiment administratif moderne pour la mairie, présenté comme condition fonctionnelle à l'organisation de cet événement régional. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 mai 2026. Cette prorogation s'inscrit dans une séquence continue depuis mai 2021. Le compte-rendu ne précise ni le nombre cumulé de prorogations à ce jour, ni un bilan documenté de l'impact de ce dispositif sur les populations civiles des deux provinces. Ce sont des données que nos concitoyens de l'Ituri et du Nord Kivu sont légitimement en droit d'exiger de leurs représentants au Parlement, qui autorisent chaque renouvellement. Le vice-premier ministre à la Défense a précisé que les forces armées poursuivent leur engagement sur tous les fronts face à la coalition RDF M23. La coalition, selon le compte-rendu officiel, procède au renforcement de ses rangs par des recrutements forcés de mineurs dans les agglomérations sous son occupation. Les attaques ADF-ISCAP dans le Haut-Uélé et la Tshopo ont été repoussées grâce au renforcement des positions dans le triangle Mambasa-Itamba-Bafouassindé. Dans l'espace Grand Katanga, l'opération de neutralisation du mouvement Bakata Katanga se poursuit malgré des attaques isolées. Sur le plan provincial, un nouveau gouverneur et un vice-gouverneur ont été proclamés élus provisoirement au Sankuru à l'issue de l'élection du 15 avril. À l'Équateur, le président de l'Assemblée provinciale a été déchu lors d'une plénière du 20 avril. À Kinshasa, une audience foraine du tribunal militaire de garnison de la Bombay s'est tenue le 23 avril 2026 dans la commune de Barumbu pour les présumés auteurs du braquage du 9 avril. 3 numéros verts destinés à renforcer le numéro 112 ont été remis le 22 avril en attente d'opérationnalisation. La ministre d'État aux Affaires sociales a présenté le tableau de la semaine du 12 au 18 avril 2026. Dans le Tanganyika, environ 2150 ménages déplacés à Niemba et Muyombo suite à un conflit intercommunautaire entre les communautés Twa et Bantu. Dans la Tshopo, 68 287 personnes déplacées internes enregistrées à Bafouassindé fuyant les exactions des milices locales, auxquelles s'ajoutent 4 380 personnes fuyant les violences ADF. Dans le Haut-Katanga, 13 160 personnes déplacées à Pweto et Mitoaba suite aux violences des milices Bakata Katanga. À Lubumbashi, 205 ménages enregistrés fuyant les exactions des forces négatives opérant depuis le Nord Kivu et le Sud Kivu. Dans l'Équateur, les localités de Kosso 1 et Kosso 2 ont été frappées par des vents violents. 522 familles sans abri, 4 écoles primaires, une école secondaire, 3 églises et un centre de santé détruits. 2 naufrages ont marqué la semaine. Dans la rivière Louvois, 17 morts et plusieurs disparus. Entre les villages Libundu et Mutakuya dans le Tanganyika, 36 décès confirmés et 56 rescapés. Le ministre de la Santé a présenté des chiffres nationaux en amélioration, contredits par une alerte précise. À la 15e semaine de l'année, le choléra enregistrait 915 cas suspects et 4 décès, soit une létalité de 0,4% contre 1,5% la semaine précédente. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée, avec 215 nouveaux cas. À Kinshasa, 33 cas, aucun décès. La prison de Mbanza-Ngungu mérite un regard distinct. Après 16 jours d'accalmie, une résurgence a été observée depuis le 18 avril avec 8 nouveaux cas, portant le cumul à 168 cas et 13 décès dans cet établissement depuis le début de l'épidémie. Les 4 pavillons sont touchés. Une prison est un espace dont les conditions d'hygiène relèvent entièrement de la responsabilité de l'État. Ce cumul dans un seul établissement pénitentiaire appelle une réponse publique de l'administration,
pas seulement un suivi sanitaire hebdomadaire. La ministre d'État à l'Éducation nationale a informé le Conseil de l'organisation du 28 au 30 avril 2026 à Kinshasa d'un segment politique de haut niveau sur les financements durables de l'éducation et de la formation. Ce moment marque une rupture de calendrier. La stratégie sectorielle 2016-2025 s'achève. La stratégie intérimaire 2026-2030 est en préparation. C'est précisément le moment où nos concitoyens peuvent légitimement demander qu'a produit concrètement la décennie écoulée en termes de taux de scolarisation, de couverture géographique et de qualité des enseignements. La réunion couvre l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'alphabétisation. Le bilan documenté de la stratégie 2016-2025 doit précéder et non suivre la définition des priorités de la prochaine décennie. Le ministre de la Communication a présenté le programme de la 33e Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Un forum sur l'engagement des médias pour la paix et la cohésion nationale est prévu, avec signature d'un acte d'engagement pour un journalisme responsable en période de conflit. La célébration officielle est fixée au 4 mai 2026. Le président de la République y étant annoncé. Un point mérite d'être retenu, le programme prévoit explicitement une présentation de l'état de la sécurité des journalistes dans l'Est du pays. C'est la première fois que ce volet figure formellement dans l'agenda officiel de cette journée. Ce que nos concitoyens attendent le 4 mai, ce sont des chiffres précis. Combien de journalistes ont été blessés, emprisonnés ou contraints au silence dans les provinces aux états de siège depuis mai 2021? La ministre de la Culture et du Patrimoine a présenté la déclaration adoptée le 17 mars 2026 par la 24e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qualifiant la traite et l'esclavage racialisé des Africains de crimes graves contre l'humanité. Cette déclaration ouvre la voie au rapatriement des restes humains congolais conservés à l'étranger. Les squelettes Mebouti identifiés à l'Université de Genève, les collections du musée de l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles et les restes d'Otabenga, pygmées congolais exposés dans un zoo de New York au début du XXe siècle. Ces dépouilles ne sont pas des objets de collection, a conclu la ministre. La question que nos concitoyens peuvent poser, quel calendrier de négociations diplomatiques avec Bruxelles, Genève et Washington a été fixé et quel ministère en assure le pilotage? Concernant la Coupe du Monde FIFA 2026, les Léopards A affronteront le Portugal le 17 juin 2026 à Houston, au Texas, pour leur premier match de groupe. Près de 5000 billets ont été mis à disposition via le portail de la FECOFA. Le ministre du Tourisme a présenté le concept d'une ambassade mobile éphémère, présente dans les villes hôtes, pour promouvoir les potentialités touristiques et économiques de la RDC. Le Conseil a approuvé le relevé des décisions de la 3e réunion extraordinaire du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2026. Ce Conseil des ministres du 24 avril 2026 a produit un diagnostic que le compte-rendu officiel n'a pas cherché à atténuer. Sur les mines, 3 cycles d'instruction depuis 2021 pour le même problème. L'audit du 15 juin 2026 sera le premier test réel. Des noms, des chiffres, des mesures de redressement concrètes ou un 3e rapport classé sans suite. Nos concitoyens ont maintenant une date à laquelle demander des comptes. Sur l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, prorogé de 15 jours à partir du 17 mai 2026, plus de 4 années de renouvellement successifs sans bilan documenté rendu public. Ce bilan, nos compatriotes des 2 provinces le méritent avant la prochaine prorogation. Sur les corridors,
les travaux prioritaires sur la RN39, la RN7 et la RN8 doivent démarrer avant la fin de l'année 2026. L'avant-projet de loi sur le code du pastoralisme peut réduire une conflictualité intercommunautaire que la semaine humanitaire de ce même conseil a documentée. Et à Mbanza-Ngongo, 168 cas de choléra dans une prison d'État attendent une réponse de l'administration pénitentiaire. Pour approfondir le contexte économique de ces décisions minières, nos analyses sur l'hémorragie silencieuse de la fuite des capitaux et sur le théâtre des grands projets sont disponibles dans l'espace Inside News Review. C'était Noémie pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours.